Merci beaucoup. Merci. Je suis très touchée d'être là. Merci d'avoir bien voulu m'inviter. J'avoue être toujours surpris qu'on me tolère encore. Voilà. Je me demande, est-ce qu'on va me tolérer encore une fois de plus par rapport aux âneries que j'ai pu dire précédemment. Et peut-être qu'il y a des mondes qui n'existent plus. Il y a des mondes qui sont peut-être uniquement dans le souvenir. Parmi ces mondes-là, il y a le monde des exilés politiques d'Europe de l'Est. C'est un peu ce monde-là dans lequel s'est déroulée mon enfance. Alors, dans l'univers des réfugiés politiques d'Europe de l'Est, il y avait une hiérarchie. La hiérarchie, c'était le nombre d'années sur une dalle de béton en Sibérie. Vous voyez? Et donc, je m'en souviens encore, quand j'étais petit et que mes parents me présentaient un tel, à la rigueur, le nom n'était pas important. Ce qui était important, c'était 5 ans de dalle de béton. Voilà, notre visa. L'élite, évidemment, c'était les anciens condamnés à mort. Ceux-là, on en parlait avec le plus grand respect. Bon, ces gens-là sont morts, évidemment, mes parents aussi. Voilà. Mais ce qui me reste peut-être en termes de souvenirs, c'est lorsque tous ces gens évoquaient les années de Sibérie, de Goulag, il y avait un bonheur. Il y avait un bonheur dans ce qu'ils disaient. C'est très choquant, je sais. Je sais que c'est très choquant. Mais souvent, les souvenirs les plus touchants que ces gens-là avaient, c'était justement ces années de dalles de béton en Sibérie. Et je ne sais pas comment le dire, mais mes parents aussi, mon père a fait le goulag, c'est pas un secret. Et donc, évidemment qu'ils étaient à fond engagés dans la lutte anticommuniste, peu importe les détails, mais néanmoins, lorsque dans le jeu des souvenirs venait une chanson pro-communiste, alors les larmes venaient aux yeux quand même, vous voyez. Parce que c'est très étrange ce sentiment du bonheur qui vient des pires moments, vous voyez. Et finalement, quand on y réfléchit, on retrouve cette idée largement au-delà. On retrouve cette idée largement au-delà du cas particulier de telle ou telle personne venue de je ne sais où. Quand on est en voyage, c'est-à-dire, j'espère pour vous tout le temps, quand on est en voyage et quand on arrive dans des pays parfois extrêmement difficiles sur le plan économique, on est frappé par le bonheur des gens. Alors, une fois, on prend ça pour une anecdote. Une deuxième fois, on dit c'est peut-être un curieux hasard. Mais à la 50e ou 200e fois, on finit par se dire que finalement, les plus malheureux, ce sont les Occidentaux. Et je n'ai jamais réussi à me départir de cette idée. Alors peut-être qu'évidemment, on peut invoquer tel ou tel biais cognitif, on peut invoquer dans le cadre des souvenirs de Sibérie, je ne sais quelle distorsion mnésique, c'est pas possible. Mais néanmoins, peut-être qu'on peut ajouter un petit cran dans la réflexion. Pour cela, permettez-moi de mentionner un nom, le nom de Snowden. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, c'était il y a quelques jours le 10e anniversaire, que l'affaire Snowden éclatait. Je ne vais pas vous refaire cette histoire, n'importe. Mais donc il y a eu un peu plus de 10 ans, la terre entière, toute l'actualité vibrait des mésaventures de ce jeune homme bizarre qui avait sacrifié sa carrière, peut-être sa vie, parce qu'il s'en était fallu de très peu, pour révéler des choses qui ne sont pas contestées sur le fond, Mais moi, ce qui me tracasse le plus dans tout ça, c'est qu'à côté de Snowden, il y avait des milliers d'autres personnes, des personnes éminentes, qui avaient toutes juré de faire ce qui est juste et bien qui n'ont pas fait ce que Snowden a fait. En fait, pour l'écrasante majorité des gens, la vérité, c'est ce qui convient pour l'argent ou la carrière. Vous voyez, cet objet-là, c'est un cube vert. Vous êtes d'accord, c'est bien un cube vert. Si vous êtes
Si vous confirmez scientifiquement que c'est un cube vert, vous avez une grande carrière de professeur et vous avez 100 millions pour financer vos recherches. C'est bien un cube vert aussi, d'accord. Oui. Et 99,9% des gens diront c'est un cube vert, évidemment. Voyez. Donc, et par contre, il y a une petite minorité de gens qui diront non, c'est un stylo. Voyez. En fait, cette minorité est très faible. Alors, je ne sais pas si Snowden est autiste, je ne l'ai jamais rencontré, mais on dit que oui. Bon, après, peut-être oui, peut-être non, à la rigueur, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une minorité de gens bizarres qui diront ceci est un stylo. Et c'est une très faible minorité. Et ne jouons pas au héros. Hein. Je sais, moi-même, je dirais que c'est un coup vert. Je sais. Donc, il y a une toute petite minorité de gens qui diront que c'est un stylo, quoi, hein, comme Snowden. Et ce qui est très curieux, c'est que ces gens-là, alors même que tout le monde se rend compte que c'est bien un stylo, et bien ces gens-là seront méprisés et tout le monde va se liguer contre eux. C'est un peu d'ailleurs le destin des quelques rares, comme on dit, dissidents du RSS qui sont toujours en vie. La meilleure chose qui ait pu arriver aux dissidents de l'ex-bloc de l'Est, c'est de mourir. Parce que ceux qui sont encore en vie aujourd'hui sont parmi les pires des parias, voyez. Alors que théoriquement leurs idées ont gagné, voyez. Simplement dans nos sociétés humaines, on a tendance à rejeter ceux qui disent ceci est un stylo. C'est comme ça que toute société humaine fonctionne. Alors peut-être continuons encore un petit cran dans la réflexion, c'est là qu'on va mettre en plein les pieds dans le plat de l'autisme. Le nom de Judith Singer ne nous est pas inconnu. Judith Singer, c'est celle qui a forgé, qui a créé le terme de neurodiversité. Tout le monde utilise le terme de neurodiversité, mais les gens ont oublié Judith. Donc Judith qui aujourd'hui vit dans la pauvreté, c'est toujours comme ça. Quand vous faites des choses formidables, eh bien vous êtes totalement viré de ce que vous avez réalisé. Au Moyen-Âge, on faisait toujours remarquer que les fondateurs des ordres monastiques se faisaient toujours chasser de leur propre ordre monastique. Donc ça n'a pas changé. Le monde a très peu changé. Comme disait l'autre, l'être humain a très peu évolué. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc Judith, j'avais eu une longue discussion avec Judith qui m'a amené sur un sujet auquel je n'avais pas réellement pensé. Judith Singer, comme c'est une personne bien de chez nous, on se comprend, je pense, dans l'expression, elle a une très forte érudition, une très forte connaissance par rapport à ce qu'on peut appeler les études juives. Et elle m'a longuement détaillé, et en fait, très curieusement, les figures, on peut parler prophètes ou autres, par exemple dans la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament, si vous préférez, sont en fait des gens plus que curieux. Donc ce sont des gens qui vivent reclus dans une grotte, vous voyez, et des gens qui sont très lourdement persécutés, voyez. Alors ça c'est encore une fois l'affaire du stylo. Lorsque la reine Jézabel, pour prendre un exemple parmi nous, dit ceci est un cube vert, donc, tout le monde dit c'est un cube vert, parce que personne ne veut finir dans la chambre à torture, vous voyez. Sauf qu'il y a un type qui dit c'est un stylo. Et donc évidemment il y a toutes les armées de la reine Jézabel qui essayent, on va dire, de le traquer. Et il y a quelque chose de très troublant qu'en fait quasiment toutes les figures mises en avant dans les textes anciens, mis à part peut-être le roi David ou le roi Salomon, que sais-je, en fait ce sont des figures, on va dire, avec un profil psychiatrique bien connu. Et aussi, alors c'est un sujet quelque peu glissant, mais ce qui est frappant, c'est que pendant des millénaires, dans les facultés de théologie, on s'était disputé pour savoir quelle était la définition du prophète, etc. Pourquoi, en fait, le prophète était choisi alors que son efficacité à diffuser le message est minime, Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi Kim Kardashian, pour diffuser cette idée, Voilà. Donc Dieu choisit les pires relais, pour diffuser ces idées, ça donne quand même beaucoup à réfléchir. Donc, de ces choses-là et d'autres, j'ai pu discuter avec Judith, mais en fait, la marginalité actuelle de Judith
je dis, ne s'en lamente pas. Parce que précisément dans le rejet, alors que c'est elle-même qui a fait finalement le terme que tout le monde utilise, il y a une sorte de sérénité, de félicité, que sais-je, qu'elle trouve. Il y a une phrase qui est à peu près épouvantable, comme un peu d'ailleurs tout ce qu'écrivait cet auteur d'Émile Cioran. Voyons, Émile Cioran, je crois que j'avais mentionné son nom déjà la fois précédente. Émile Cioran, donc c'était un auteur roumain qui vivait à Paris, en clochard presque. Voilà. Et donc, je cite de mémoire, l'une de ses phrases, c'est que donc, imaginez un ascète qui passe toute sa vie à se mortifier gravement, voilà. Et juste avant de mourir, il comprend que tout ça c'était en vain, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il atteint réellement le bonheur, parce que précédemment, ce qu'il faisait, c'était dans une optique de calcul, Par exemple, je me mortifie maintenant et j'espère plus tard avoir une récompense, Lorsqu'il comprend que c'était en vain, c'est pour Cioran, c'était un petit peu, on va dire, cette idée qu'en vérité, le bonheur, il vient aussi, peut-être même plus intensément encore, justement de l'échec du rejet, lorsque tout le monde vous crache dessus, lorsque tout le monde vous tabasse, c'est peut-être là qu'il y a des très curieux moments qui se passent psychologiquement. Et j'ai écouté avec une grande attention ce que disait mon ami Jérôme, peut-être qu'on aura une discussion à cet égard-là. Dans certaines, je dirais, traditions culturelles et intellectuelles, on a poussé, si j'ose dire, la réflexion jusqu'à imaginer des stratégies d'échec, c'est-à-dire des systèmes que la personne met délibérément en place pour se faire haïr. Donc c'est en fait l'inverse de l'influenceur. L'influenceur, au sens, on va dire, moderne, comme dirait l'autre décadent, l'influenceur cherche à s'attirer les sympathies de grandes foules. Dans d'autres systèmes de pensée, c'est exactement l'inverse. Donc, par exemple, les maîtres bouddhistes en Chine, notamment dans le bouddhisme Tian, qu'en japonais on dirait Zen, avec les différences de prononciation, il y a toutes sortes de techniques qu'il faut se mettre très loin des lieux habités, pour qu'il y ait le moins possible de gens qui viennent vous voir. Il faut se mettre sur une montagne pour que ça fasse souffrir les gens qui veulent venir vous voir. Et lorsque quelqu'un finit par se pointer devant vous, il faut être aussi désagréable et vulgaire que possible. Tout ça pour se faire haïr, évidemment. Et c'est de là que vient peut-être, je ne sais pas comment le formuler de façon très simple, c'est de là que viennent les aphorismes qui fondent les sagesses du bouddhisme zen ou chan, si vous le dites à la chinoise. Donc, ces aphorismes, le terme technique, si vous parlez japonais, c'est Koan, si vous parlez donc chinois, c'est Gonghen. Et donc, ces aphorismes-là, ce sont donc en fait des petites phrases provocatrices que les maîtres disent. Parfois, vous n'en avez qu'une seule dans votre vie, et qui sont destinées à vous faire travailler mentalement. Donc, imaginez la scène, c'est une histoire vraie, peu importe la référence. Donc, il y a un grand maître zen qui est quelque part dans les montagnes. Il y a un disciple qui fait un trajet absolument épouvantable pour rencontrer le maître. Donc, le disciple est totalement épuisé, crevé, enfin dans tous ses états. Le disciple arrive enfin auprès du grand maître et le disciple pose la question qui tue au maître bouddhiste et lui demande qui est le Bouddha. L'équivalent chrétien de la question, ce serait qui est Dieu, ou fais-moi voir Dieu. Vous voyez, c'est en fait la question suprême, si j'ose dire. Et donc le maître bouddhiste répond, c'est un bâton à sécher la mer.
Ça, c'est vraiment pas ça que ça fonctionne, hein, le bouddhisme zen. Donc, la réponse la plus choquante, la plus provocatrice, la plus idiote, quoi, hein. Alors, c'est à la fois destiné à mal se faire voir, quoi, hein, donc en d'autres termes, à ce que vous le seul, quoi, hein, mais aussi à ce que ça fasse une telle impression sur le disciple. Il va méditer ça toute sa vie, quoi, hein. Et donc, il y a quelque chose d'assez étonnant, hein. Et ça nous pose sur le plan, on va dire, purement concret, pratique, matériel, une question essentielle, si j'ose dire. Où est-ce qu'on peut rencontrer des gens intéressants, intelligents, pleins de sagesse? Alors, si vous réfléchissez comme des Occidentaux, vous me direz, mais à l'université, pardi, quoi, est-ce que c'est vrai, quoi? Je ne sais pas. Bon, il faut que tempère mes propos, je travaille à l'UNI, donc il ne faut pas que pour manger à la fin du mois, quand même, moi je présente. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas forcément exact. Vous voyez, les gens qui m'ont le plus appris dans ma petite vie, en fait, c'était souvent des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Et d'une certaine façon, ce sont aussi souvent les gens les plus exclus, les gens les plus marginaux. Oui, j'ai pu aller, par exemple, à Rome, ou je ne sais où, vous voyez ces lieux un peu emblématiques de sagesse occidentale. Alors, comme mes parents étaient des, on va dire, je dirais peut-être pas des héros, mais en tout cas des militants anticommunistes, Jean-Paul II nous invitait de temps à autre, peu importe. Mais en fait, le moment où on voit, on va dire, des gens qui, à mon avis, sont davantage porteurs de sagesse, c'est pas dans la Florence, on va dire, lettrée d'un certain siècle, mais ce sont peut-être dans les petites grottes d'ermites au fin fond, je ne sais pas, du désert égyptien, du Liban, ou de que sais-je. Ça donne peut-être beaucoup à réfléchir. Il y a un peu une œuvre parodique, si vous aimez les lettres grecques. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle Le Banquet. Ce n'est pas le banquet de Socrate, Platon, c'est le banquet de Lucien, Lucien de Samosata. Imaginez la scène, c'est hyper marrant à lire. Donc, Lucien, c'était un homme, on va dire, fortuné, et il veut faire une soirée particulièrement intello. Donc il fait venir la crème de la crème des intellectuels. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a que des prix Nobel à la soirée. Dans le banquet de Lucien, il y a vraiment le top du top, et encore un peu plus que ça. Donc les légendes intellectuelles de son époque se retrouvent au banquet de Lucien. Sauf qu'évidemment, ça dérape totalement, et à un moment donné, il y a une bagarre violente qui éclate, alors on renverse la lampe, et donc le stoïcien qui disait que la douleur n'est rien se met à hurler de douleur parce qu'on lui a défoncé les dents, et je passe les détails, donc ça finit très mal, c'est très rigolo à lire, mais en fait, ça montre, le banquet de Lucien montre que ces gens-là n'ont aucune sagesse. C'est assez étonnant. Et donc, petit à petit, on en vient peut-être à une figure peut-être provocatrice, mais la figure de l'exclu ou du vagabond, on peut le voir ainsi. Et je dois avouer que j'ai peut-être de façon pathologique, une certaine attirance pour cette figure, on va dire, de certains vagabonds. Et peut-être des souvenirs aussi, mais en tout cas certains constats. Peut-être que le nom de Jack Kerouac est connu, qui était Jack Kerouac, c'était l'auteur emblématique de la génération hippie. Il a écrit notamment Sur la route, je crois en français. Mais il a surtout écrit un deuxième livre qui, à mon avis, est plus intéressant, il s'appelle Les Clochards Célestes. Donc, pendant ces années de vagabondage, il a rencontré des profils, on va dire, intéressants. Et souvent d'ailleurs qui auraient aujourd'hui été diagnostiqués autistes, je crois. Et donc ces gens-là, c'était l'époque, ils avaient comme une particularité de fumer, mais pas des cigarettes, c'est vrai ce qu'il faut dire. Et donc en fait, la véritable illumination, la véritable sagesse, c'est pas celle qu'on tire évidemment de telle ou telle substance, non, c'est pas ça, mais c'est la sagesse que l'on tire du rejet social dû au fait qu'on passe pour un junkie,
C'est ça le mécanisme. Et à mon avis, sur ce point-là, Jack Kerouac a mis le doigt sur quelque chose de particulièrement étonnant. Cette thématique-là, que les gens, on va dire, entre guillemets, porteurs de sagesse, sont les plus exclus, les plus vagabonds. Vous retrouvez ça dans quantité, on va dire, de traditions, etc. Employées, on pourrait, par exemple, juste pour le plaisir, c'est une sélection tout à fait aléatoire, par exemple, dans les cultures de langue arabe, citer sans doute l'un des tout plus anciens poète de langue arabe, c'est bien avant l'islam, il s'appelait Shamfara. Alors c'était un poète errant, on l'avait chassé de sa tribu. À l'époque, dans une société du désert, être chassé de sa tribu, c'est pire que la mort, vous voyez. Et donc lui, il a été chassé de sa tribu, et il a écrit dans son errance, au milieu de Bedford, il a écrit le poème qui est devenu fondateur d'identité arabe, donc la langue arabe, où littéralement, il s'est rythmé par la lettre L. Bon, c'est un peu dans une langue archaïque, peu importe, mais en gros, il dit, mais heureusement que j'ai été chassé de ma tribu, maintenant, ma famille, alors je déforme un peu dans ma mauvaise traduction, ma famille, c'est le loup rapide, le léopard avec ses taches, et la hyène au poil lourd, et c'est quand même peut-être ce bonhomme-là qui est quand même quasiment le fondateur, on va dire, de la culture, de l'immense culture en arabe classique. Et vous retrouvez cette idée un peu plus tard. Il y a plusieurs sourates du Coran qui, pour nous faire aimer de Zemmour, on peut peut-être en mentionner une. Il y a, je crois, c'est la sourate la Génisse qui dit donc que les vrais, ce sont ceux qui ont l'herbe pour matelas, le ciel pour toi, voyons la priorité. Donc si ma mémoire est bonne, Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda firashan wa as-sama'a bina'an. Voyez. Donc cette idée qu'en fait c'est l'errance, le nomadisme qui crée la véritable situation de bonheur. Voyez. Ça c'est une idée que l'on a profondément dans les cultures humaines, mais qu'aujourd'hui on a totalement perdu dans le monde occidental. Voyez. Et j'ai été très long et très bavard, mes excuses pour cela. Mais moi je me dis que finalement la jalousie, enfin on peut dire que l'histoire de l'humanité c'est une histoire de jalousie que les sédentaires ont contre les nomades. Et d'une certaine façon il y a des profils psychologiques qui correspondaient, je n'oserais pas dire de diagnostics médicaux, mais il y avait des profils psychologiques qui, à mon petit avis, correspondaient à tel ou tel choix de vie ou pas. Voyez. Donc, vous connaissez un peu, et je promis, c'est presque la fin, vous connaissez un peu ce qui commence tous les récits fondateurs de civilisation. C'est une mise à distance. Voyez. Vous retrouvez ça dans les grands poèmes épiques en Inde, dans le Mahabharata en Inde. Vous retrouvez ça aussi dans la culture grecque. Au fond, si Agamemnon avait préféré la quiétude de son palais royal, et s'il s'était dit pourquoi est-ce que moi j'irais à Troie, peut-être qu'il aurait eu une vie plus paisible, mais nous on serait bien gênés, quoi. On serait bien démunis sur le plan culturel. Okay. Alors il y a la fameuse phrase qu'on entend, il y a toutes sortes de gloses talmudiques sur cette phrase, le va pour toi, quand Abraham, va pour toi, quitte donc ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Voyez, donc lech lecha me artsecha ou me moladecha ou mi bet avecha el haaretz asher arecha. Donc vers le pays que je te montrerai. En fait, ce qui est fascinant, est deux choses dans cela. C'est que n'importe qui d'autre aurait dû, mais zut, je suis bien chez moi. Voyez.
il faut avoir quand même un tempérament bizarre ou alors être victime gravement d'exclusion pour obéir à ce genre d'instructions. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de .com pour réserver votre chambre la nuit à venir. Vous voyez, la nuit à venir, elle se passera probablement, comme on disait, avec les hyènes à poil long, quoi, hein, vous voyez, dans le désert quelque part. Et encore, vous voyez. Et donc, vous avez peut-être cliqué sur une curiosité. Hein, la phrase n'est pas basique, elle est va pour toi. C'est dans ton intérêt à toi, c'est peut-être ça, c'est cette curiosité. Il y a une quantité d'exégèse talmudique sur ce point-là, le pour toi. Mais finalement, on se dit que la société humaine, pour exister, a besoin de ces gens bizarres. Et c'est peut-être, à mon avis, pour cela qu'existe le handicap. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi le handicap existe? C'est une vraie question, après tout. Alors, si vous posez la question à un médecin, peut-être que le médecin vous répondra, alors avec beaucoup sans doute de politesse et de courtoisie, peut-être que le médecin vous répondra, le handicap existe parce que tout processus biologique peut déraper. Mais enfin, il le dira peut-être sans doute mieux que moi, plus pudiquement, plus poliment. Mais l'idée, à mon avis, ce sera celle-ci dans sa réponse. Mais la véritable question, à mon avis, c'est que ce n'est pas la bonne réponse. Parce que, si vous voulez un exemple un peu provocateur, c'est celui du cancer et de l'éléphant. Donc, le cancer, c'est quand une voyez. Donc plus vous avez de cellules, plus vous avez de risque d'attraper le cancer, on est d'accord. Donc un éléphant ou une baleine, qui sont des bestioles énormes, devraient choper le cancer au bout de quelques semaines de vie, nous sommes d'accord. Sauf que raté, les éléphants n'ont jamais le cancer. Vous voyez. Justement parce que comme ils étaient à risque de cancer, eh bien, ils ont un système pour éliminer très efficacement les cellules cancéreuses. Donc le simple fait qu'un processus biologique puisse déraper, ça n'explique pas l'existence ou l'inexistence de ceci ou cela. Peut-être qu'au contraire, le handicap existe parce que la société humaine ne pourrait pas exister peut-être sans cela. Alors, donc, j'ai été très bavard, car peut-être permettez-moi une dernière phrase. Vous savez, à la fin, il faut toujours se ridiculiser. Rien de mieux que de passer pour un illuminé. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire. Alors, vous connaissez sans doute le yoga. Voyez, donc le yoga est comme, disons, lancé, initié par un texte, donc le traité du yoga, le Yoga Sutra, donc écrit par, du moins attribué à Patanjali, parce qu'on avait problème de paternité dans ce cours livre, mais peu importe. En tout cas, ce qui nous importe ici, c'est qu'il y a une très belle phrase dans le Yoga Sutra, que peut-être on peut se dire, vous voyez, donc, Asteya Pratishtayam Sarvaratna Upasthanam. Oui, généralement on l'a traduit comme ci. Donc, lorsque le désir de posséder disparaît, les joyaux apparaissent. Ça sonne bien en français, lorsque le désir de posséder disparaît, les joyaux apparaissent. Donc la phrase en tant que telle est plus précise que ça, parce qu'elle dit en fait tous les trésors à Sarvaratna. Donc en quelque sorte c'est plus fort encore que la traduction, mais ça rime vraiment encore. Donc il est quand même étonnant que nous autres occidentaux, nous en soyons réduits à un modèle purement consumériste du bonheur. Alors même que, je dirais, à travers toute l'aventure presque humaine, je généralise peut-être un peu, mais en tout cas à travers beaucoup de passages de l'aventure humaine, c'était un modèle quand même relativement inversé qui prévalait. Et c'est là peut-être quand la boucle est bouclée et qu'on a un petit fragment, une tentative d'explication de ce que j'essayais d'énoncer au début. En fait, pourquoi les Occidentaux sont tellement tristes. Pourquoi il y a tant de telles pressions spécifiquement en Occident. Et peut-être que tout simplement nous avons fait fausse route.
par rapport à notre perception, aux mauvaises perceptions justement du bonheur et de comment nous pouvons, nous autres êtres humains, nous construire et puis peut-être envisager aussi toutes les autres personnes et puis aussi peut-être réfléchir parce que finalement, que reste-t-il de notre bref passage ici-bas, sinon peut-être une forme de réflexion, de maturation personnelle, et puis on peut l'espérer aussi peut-être des moments de découverte de nouvelles connaissances. Merci beaucoup de m'avoir écouté.